La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur e-radio 90.3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Diplomatie consacrée à l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le professeur Jean-François Akanji Combé. Il est le chef département du droit de l'homme à la Sorbonne, président du réseau européen des droits de l'homme, mais aussi président de l'Institut africain des droits de l'homme et de la prospective. Monsieur Jean-François Akanji Combé, bonjour professeur. Bonjour chers camarades. Et merci de bien vouloir répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir et de me permettre d'échanger avec vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous suivre sur e-radio et ITV. Alors, professeur, que nous vaut l'honneur de votre visite à Dakar, très rapidement? Alors, si vous permettez, vous avez fait une présentation de moi qui est un peu pompeuse. Je l'assume, naturellement, mais je suis ici sur votre plateau surtout comme un enfant d'Afrique, citoyen d'Afrique, né en République centrafricaine, au fin fond de la République centrafricaine, dans un petit village de la Basse-Koto. Et ceci est important pour moi de le rappeler. Et fils d'un agriculteur, un rapport particulier avec la terre. Et je pense que les sujets que nous allons aborder ont quelque chose à voir avec ça. Vous me demandez quelle est la raison pour laquelle je suis ici à Dakar. Il y a plusieurs raisons. La principale, c'est que nous travaillons à un projet depuis quelque temps dans le cadre de l'IPAP, c'est-à-dire l'Institut panafricain d'action et de prospective que vous avez évoqué tout à l'heure et que nous avons fondé avec quelques amis, dont un digne fils du Sénégal, Ibrahima Dia. Et il nous était apparu qu'avec la perspective panafricaine précisément, qu'un document particulier méritait qu'on s'y arrête un tout petit peu. C'est la charte de Korukan-Fouga, qui a été ce qu'on appelle aussi la charte du Mandé, qui a été établie par cette assemblée constituante à la suite de la bataille de Kirina. Et en tant que panafricain, moi j'ai été frappé par ce texte, d'abord par sa modernité, par le fait que des sujets qu'on nous présente aujourd'hui ou des enjeux qu'on nous présente comme étant des enjeux modernes, de la vie moderne d'aujourd'hui, voire du monde mondialisé dans lequel nous sommes et qui viendrait d'Europe ou d'Amérique, en réalité, ce sont des sujets qui ont été abordés dès le XIIIe siècle par des Africains dans un contexte très particulier. D'abord, la charte de Korukan-Fouga, pour moi, c'est l'acte le plus démocratique qui soit. Soundiata Keita, vous imaginez un chef de guerre qui a toute la force de briser tout obstacle devant lui, décide, après la bataille majeure, de confier à une assemblée le soin de décider des règles communes, des lois communes qui vont gouverner. Quel chef aujourd'hui disposant de ce pouvoir pourrait le faire? Et puis on y retrouve des sujets tels que le rapport avec l'environnement. Aujourd'hui on nous parle beaucoup de droits de l'environnement, de développement durable, mais ce sont des valeurs africaines avant même qu'il y ait la grande charte anglaise, avant qu'il n'y ait la déclaration de droits américaine, avant qu'il n'y ait la déclaration française des droits de l'homme, nous avions un acte fondamental. Donc c'est autour de cela que nous voulons nous retrouver ici à Dakar et à Paris pour nous interroger sur les bases africaines d'une pensée moderne et pour la construction d'institutions proprement africaines reposant sur des traditions africaines. Et il n'est pas non plus inintéressant, nous aurons à y réfléchir sur le rapport entre le droit, les règles communes et l'oralité ou l'écriture. Donc c'est autant de questions. Bon, je viens ici rencontrer les collègues, baliser le terrain. D'origine, la Centrafrique. Vous êtes conseiller juridique de Abdelkarim Mekassoua, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui a été démis de ses fonctions par le président centrafricain, ou par son parti, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, qui est devenu votre collaborateur Abdelkarim Mekassoua?
Alors, il faut d'abord que je vous précise, Monsieur Camara, que j'ai été entre 2016, juin 2016 et novembre 2018, oui. J'ai effectivement été conseiller juridique du président de l'Assemblée nationale de l'époque, qui n'était autre qu'Abdou Karim Mekassoua, avant qu'il ne soit destitué. Lorsqu'il a été destitué, j'ai démissionné de mes fonctions, non pas parce que j'avais un deal particulier avec Abdou Karim Mekassoua, mais parce que je ne pouvais pas supporter la manière dont cette destitution a été effectuée de la manière la plus inconstitutionnelle possible. Oui. Et puis, je ne pouvais pas non plus travailler dans un contexte avec des personnalités qui venaient et qui avaient une autre éthique politique que la mienne, celle que je pense pour mon pays. C'est la raison pour laquelle... Vous voulez dire que vous n'aviez pas les mêmes visions politiques? Nous n'avions pas la même éthique politique, c'est-à-dire le rapport entre le pouvoir et la corruption notamment. Moi, j'assume totalement les différents dossiers sur lesquels j'ai travaillé avec le président Mekassoua, à commencer par d'abord le fait de donner des règles oui. à l'Assemblée nationale, ce qui changeait d'une attitude, d'une situation antérieure qui était celle que l'Assemblée nationale fonctionnait selon des usages politiques. Oui. Un nouveau règlement intérieur a été voté, dans lequel j'ai joué un grand rôle et j'en suis fier. Ouais. J'ai aussi travaillé avec le président Abdou Karim Mekassoua pour mettre en œuvre une disposition particulière de notre Constitution qui prévoit que le gouvernement ne peut pas signer d'accord minier sans obtenir au préalable l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et nous avons ici le nœud de la question qui a conduit oui. à la destitution du président Mekassoua. Oui. Il représentait, et les équipes dont je faisais partie, les équipes qui travaillaient à l'application stricte de cette disposition constitutionnelle dans l'intérêt des Centrafricains oui. et dans l'intérêt des populations, mais aussi dans l'intérêt de la sauvegarde de l'environnement. Ce qu'on a vu arriver ensuite, le contraire arriver ensuite, ces équipes, ceci, je l'assume totalement. Maintenant, depuis que j'ai démissionné des fonctions de conseiller juridique, je ne suis pas plus attaché à Abdou Karim Mekassoua que je ne le suis à d'autres compatriotes. Bien entendu, oui. je le suis avec beaucoup de sympathie parce que je sais que sur un certain nombre de dossiers, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes principes et nous partageons la même exigence. Donc, alors aujourd'hui, il est resté député. D'accord. Hein, il oui. est resté député. Je crois savoir de déclarations qu'il a faites récemment qu'il envisage très sérieusement de contester maintenant sa destitution sur la base d'un rapport qui a été rendu public par la Cour des comptes. C'est ça, j'allais venir à cette question. Alors, lui, on l'appelle Monsieur Audi, à Bangui. J'ai eu cette information. Oui. Et il se retrouve épinglé par la Cour des comptes. Vous êtes bien informé. Il se retrouve épinglé par la Cour des comptes. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici pour évoquer ce rapport de la Cour des comptes que j'ai lu, que j'ai traversé d'une certaine manière. Il faut rappeler tout de même que ce rapport de la Cour des comptes a été demandé dans un contexte particulier. Le président Abdou Karim Mekassoua, qui était allé se faire soigner, a été évacué sanitairement en France, avait fait l'objet de plusieurs accusations de détournement de fonds. Il y a eu une affaire de détournement de 120 millions. Et de népotisme. De népotisme, etc. D'abord, ça a commencé par cette affaire de détournement, où on l'accusait d'avoir signé de là où il était pour qu'on puisse piocher dans les caisses de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il est revenu, il a dit « Je ne suis pas la justice, je conteste ce qui a été dit, mais je vais remettre entre les mains des institutions qui sont chargées de contrôler le soin de faire la lumière sur ces affaires ». Il avait saisi dans le même temps l'institution de l'Assemblée nationale, qui est la commission de contrôle, et puis il avait saisi aussi la Cour des comptes. Donc c'est Abdou Karim Mekassoua qui a saisi la Cour des comptes pour qu'on examine toute sa gestion. D'accord. La Cour des comptes, dans ce rapport de la Cour des comptes qui fonctionne comme ici au Sénégal d'ailleurs, sur la base de son rapport, la Cour des comptes identifie des responsabilités et ensuite peut décider de poursuivre. Et dans ce rapport de la Cour des comptes, il y a des noms qui sont cités, de personnes dont la Cour des comptes dit, je cite, qu'ils sont susceptibles de voir leurs responsabilités engagées. Il se trouve que, en lisant tout cela, oui. Il n'y a pas le nom d'Abdou Karim Mekassoua, il y a le nom d'autres personnes que je ne citerai pas ici, mais ce n'est pas moi son avocat. Est-ce que ces personnes ont été ses collaborateurs ou...
Les personnes dont il s'agit, il y a parmi ces personnes une de ses collaboratrices de son cabinet, mais vis-à-vis de laquelle, justement, il avait pris une mesure conservatoire. C'est-à-dire ? Il avait pris une mesure conservatoire en lui retirant sa confiance, c'est-à-dire en l'enlevant de son cabinet, ce qui avait fait toute une affaire en République centrafricaine. Et puis il y en a d'autres qui sont ceux qui, précisément, ont entraîné sa chute. Donc, voilà un peu le contexte. Donc, là, est-ce que son immunité parlementaire le protège vis-à-vis de la justice centrafricaine? En principe, l'immunité parlementaire ne protège que tant qu'il n'y a pas de procédure judiciaire engagée contre l'intéressé. Vous savez comment cela se passe. Il appartient au ministre de la Justice de saisir le président de l'Assemblée nationale d'une demande de levée d'immunité parlementaire, laquelle demande se trouve soumise aux instances de l'Assemblée nationale et ensuite présentée à la plénière pour voter la levée de l'immunité parlementaire. Je ne crois pas savoir que la levée de l'immunité parlementaire d'Abdou Karim Mekassoua ait été demandée de la même manière que d'autres députés qui ont eu maille à partir avec les autorités. Jusqu'à présent, aucune levée d'immunité parlementaire n'a été demandée par le ministre de la Justice centrafricain. D'accord. Alors, restons toujours dans ce feuilleton d'Abdou Karim Mekassoua. Il fut quand même ministre chargé de la réconciliation nationale. Oui. À présent, est-ce que, vu que la Centrafrique est en phase quand même de négociation, d'accord, est-ce que ces feuilletons judiciaires ne peuvent pas plomber quand même ce processus de paix engagé en Centrafrique? Alors, il n'y a pas aujourd'hui de processus judiciaire, mais si vous voulez bien, je préfère répondre à votre question qui est autrement plus complexe, autrement plus sérieuse, celle de l'accord de paix, qui ne tient pas à la personne de Karim Mekassoua ou à la personne de telle ou telle personne, de telle ou telle politique. C'est une question d'intérêt national. La réussite du plan de paix, ou la réussite plus exactement du processus de paix. Le fait est aujourd'hui que nous avons un accord qui a été obtenu au forceps par l'Union africaine, avec l'appui de l'Union africaine et de la communauté internationale, a été négocié à Khartoum, a été signé à Bangui. Nous nous trouvons aujourd'hui plus de 3 mois, 5 mois après cet accord. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel. Si vous voulez, nous reviendrons sur les raisons pour lesquelles on ne voit pas le bout du tunnel. Mais non seulement cet accord ne donne pas satisfaction, mais dès le départ, j'étais de ceux, avec mon organisation, il se trouve que je préside une organisation qui est une organisation citoyenne, Citoyens debout et solidaires Centrafrique. Nous avions dit que tel qu'il avait été construit, et sur la maquette, le schéma qui avait été retenu, cet accord ne résoudra pas la crise. Et nous n'étions pas les seuls à le dire. Et en fait, malheureusement, nous voyons se concrétiser toutes les craintes que nous avions. L'accord de Khartoum est un pacte signé entre un chef d'État, le président Faustin-Archange Touadéra, et des chefs de groupes armés, dont les principaux sont des étrangers mercenaires. Ali Darassa, Al-Khatib, Sidiki. Qui viennent de quel pays? Qui viennent, selon certains, du Cameroun, s'agissant de Sidiki, qui viendraient du Tchad, s'agissant de Al-Khatib, qui viendraient du Niger ou d'ailleurs, en tout cas dans cette zone-là, s'agissant d'Ali Darassa. Et ce sont ces personnes-là qui sont allées signer un accord national avec le chef de l'État, dans un tête-à-tête, alors que ce qui avait été réclamé, ce qui était réclamé par les Centrafricains, était qu'il puisse y avoir à la table des négociations toutes les forces vives de la nation, et surtout que les victimes se retrouvent à la table des négociations. Et donc, on avait déjà le ver dans le fruit. Puis, dans cet accord, c'est un accord d'amnistie, qui ne dit pas son nom, il n'y a pas le mot amnistie. Il n'y a pas le mot amnistie dans l'accord. Mais c'est un accord qui absout les chefs des groupes armés de tous les crimes qu'ils ont commis.
Mais ce n'est pas ce que M. Mankeur Ndiaye a dit il y a de cela 2 semaines sur notre plateau. Je me doute. Oui. Je me doute que M. Mankeur Ndiaye, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs, le représentant de Guterres, qui dit qu'il n'y a pas dans les accords un seul article qui mentionne que ces groupes armés... nous disons la même chose, M. Mankeur Ndiaye et moi, oui. qu'il n'y a pas le mot dans l'accord. Amnesty. Mais là où je m'inscris en faux, c'est qu'il y a la lettre et il y a l'esprit de l'accord. Il y a la lettre de l'accord et il y a le dispositif tel qu'il a été mis en place. Je vais vous expliquer très très simplement. Oui. Lorsqu'on dit, dans un accord comme celui-ci, que les groupes armés, les chefs des groupes armés sont devenus des partenaires de la paix, qu'on vous dit par ailleurs que ces groupes armés vont participer au pouvoir, en étant nommés ministres, conseillers à la présidence, conseillers à la primature, chefs de région militaire. Est-ce que c'est la voie de la justice? Est-ce que vous imaginez un seul instant que eux ayant été promus aux affaires, partageant l'exercice du pouvoir, le ministre, leur collègue, ministre de la Justice, va venir les chercher en Conseil des ministres pour les emmener devant le juge? Vous imaginez un peu cela? Et est-ce que vous aviez souligné tous ces dysfonctionnements? Nous avions souligné. Nous l'avions souligné d'abord pour dire une chose, parce que le gouvernement et l'Union africaine se réclament d'un document qui est un document essentiel, en tout cas d'un processus qui est un processus essentiel, c'est le Forum de Bangui en 2015. Le Forum de Bangui en 2015, c'était une réunion, une conférence nationale, où il y avait les représentants de tout le territoire, toutes les régions étaient représentées, hein, y compris la diaspora d'ailleurs, et moi, j'avais... à cette époque-là, rempli les fonctions de rapporteur général, oui. Rapporteur de la commission gouvernance, et je me souviens très très bien de ce qui avait été dit. Oui. Et du forum de Bangui, il est ressorti la volonté des Centrafricains que justice se fasse, que les criminels soient punis, que les criminels ne retournent pas au pouvoir, que dans la Constitution, il soit inscrit, et cela a été inscrit, que ceux qui prennent les armes pour accéder au pouvoir, qui massacrent la population, qui détruisent les biens publics, sont, et je reprends les termes de la Constitution, les ennemis de la nation centrafricaine. Et aujourd'hui, on a ces personnes-là qui représentent l'autorité de l'État sur 85% du territoire, alors que l'État n'a même pas les moyens de les contrôler. Et aujourd'hui, on a ce paradoxe dans lequel on appelle un chef de groupe armé massacreur de population, pilleur de territoire, brûleur de villages. On l'appelle partenaire de paix. Et les groupes de la société civile, dont je fais partie, dont notamment, on y reviendra peut-être si vous voulez bien, un groupe qui s'appelle les Zingobiani, oui. Dont je suis le représentant pour l'Europe, les citoyens de ce pays. Les Zingobiani. Oui, les citoyens de ce pays qui se réunissent dans une plateforme, qui élèvent la voix pour dire « nous ne voulons pas des criminels dans notre gouvernement », on les traite d'ennemis de la paix, pendant que les massacreurs sont désignés comme étant les partenaires de la paix. Mais, oui, et ceci, oui. Pour répondre, pour en venir, et je terminerai par là, oui. M. Mankeur Ndiaye est représentant du secrétaire général des Nations Unies et par ailleurs porteur, je crois, du soutien de l'Union africaine dans la crise centrafricaine. Nous voulons un panafricanisme qui soit l'allié des peuples, pas des oppresseurs. Nous voulons d'un panafricanisme, c'est à cette condition-là que nous allons y croire, que l'Union africaine peut quelque chose, que les Nations Unies peuvent quelque chose pour nous, qu'ils soient avec le peuple qui souffre, qu'ils ne soient pas avec les assassins. D'accord, mais dans ces conditions où les différentes parties prenantes ne respectent pas pour la plupart les accords de paix signés soit au Tchad ou dans un pays frontalier, ou même à Bangui, est-ce possible de voir le bout du tunnel? Il est possible de voir le bout du tunnel à la condition de faire d'autres choix que le choix que le président de la République centrafricaine a fait. Il a fait le choix, en arrivant à la magistrature suprême, de dire « je ne ferai pas la guerre
Je veux faire la paix des cœurs. Vous êtes chef d'État, garant de l'intégrité des 623 000 km² qui forment le territoire de la République et dont plus de la moitié est un territoire occupé. Je vous parle d'étrangers, de mercenaires étrangers. Nous sommes dans une situation d'occupation. Oui. Si vous dites « je ne suis pas venu faire la guerre », vous vous faites le complice de l'occupation de votre territoire et peut-être de sa dislocation demain. Lorsqu'il était possible de faire autrement, pourquoi? L'Assemblée nationale de la République centrafricaine avait adopté une initiative qui avait cet avantage d'être une initiative pensée, conçue par des Centrafricains pour la République centrafricaine avec quatre grands principes. Premièrement, le processus de paix doit être dirigé par les institutions républicaines puisque nous avons renoué avec la légalité constitutionnelle. Assemblée nationale, président de la République, Premier ministre, gouvernement, oui, mais aussi les autres institutions. Ça, c'est le premier principe. Oui. Deuxième principe, les victimes au centre. C'était un principe novateur parce que depuis le début de la crise centrafricaine, des crises répétitives centrafricaines, à aucun moment vous n'avez vu aucune victime à la table des négociations ou avoir voix au chapitre. Troisièmement, lutte contre l'impunité. Et quatrièmement, négociation, bien sûr, de paix, mais dans un cadre qui est défini par la Constitution et surveillé par les institutions républicaines. De ces quatre principes-là, qui formaient une proposition qui a été remise au chef de l'État et oui, qu'il a refusé de prendre. Oui. Nous pouvions espérer autre chose que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc il est possible de faire autrement. Et je pense, personnellement, mais pas seulement personnellement, oui, que les ressources pour sortir de là sont dans les Centrafricains, en République centrafricaine. C'est ça. Vous avez rédigé la Constitution centrafricaine. Pensez-vous, parlant de ces ressources, qu'il est possible que ce pays revienne à la normale avec l'exploitation abusive des ressources et la dégradation de la nature? Mais aussi, l'autre question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce qu'il est possible de revenir à la paix en Centrafrique sans les pays voisins? C'est deux questions différentes. Je vais essayer d'y répondre. Oui. D'abord en disant que je n'ai pas, très rapidement, je n'ai pas participé à la rédaction de la Constitution de la République centrafricaine. En revanche, oui, j'ai participé à la rédaction des principes majeurs qui ont conduit à la rédaction de la Constitution. Je vous parlais tout à l'heure du Forum de Bangui. Et justement, l'un des principes qui est ressorti dans la Constitution à travers l'article 60 dont je vous parlais tout à l'heure, l'obligation de demander l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale, oui, elle vient du Forum de Bangui. D'accord. Cette disposition était une disposition qui était née de la volonté des Centrafricains. Les gens qui étaient là, qui représentaient la population centrafricaine, n'étaient pas nécessairement des lettrés. On a vu des interpellations, notamment de l'ambassadeur de France, sur le comportement des entreprises françaises, minières françaises, dans le passé, pendant le Forum de Bangui. On a vu des gens se lever pour dire « il y a des mines dans notre région, on l'exploite, nos enfants ne peuvent même pas aller à l'école, nos enfants ne peuvent pas se soigner ». C'est la raison pour laquelle on avait dit dans la Constitution, cette disposition, c'est, pour la résumer, c'est plus jamais ça. Oui. Plus jamais ça. Et pour qu'il n'y ait plus jamais ça, il faut de la transparence. Et cette transparence doit passer par un contrôle par les élus du peuple de la manière dont les contrats sont passés et par la publicité des contrats. Oui. Or, tout ceci rompt avec l'envie de prédation de ceux qui sont au pouvoir. Je ne parle pas seulement du président de la République, mais je parle d'un entourage qui est un entourage de prédateurs aujourd'hui. C'est une autorité publique à Bangui et en République centrafricaine. Et donc, voilà une disposition qui aurait pu servir de fer de lance à une dynamique africaine fructueuse. Vous avez au Sénégal des dispositions sur les ressources nationales qui ont été introduites, mais qui sont un peu en deçà de ce qui avait été prévu à Bangui initialement, mais qui maintenant est totalement dévoyé. Il faut souhaiter qu'on revienne à cela.
Maintenant, votre deuxième question, vous dites est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui. Sans les pays voisins. Sans les pays voisins, je ne le crois pas. On ne peut pas s'en sortir sans les pays voisins, d'abord parce que nous sommes un pays qui dépend de tous les pays voisins en tant que pays enclavé. Parce que nous avons besoin de nos voisins pour contrôler nos frontières. Je parlais tout à l'heure de la capacité des groupes armés à traverser les frontières et à jouer le jeu entre les frontières. Nous avons besoin aussi, dans cet espace commun, de ramener une sécurité pour nous, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que la République centrafricaine ne serve plus de base arrière pour aller attaquer ses voisins, ou ne serve pas de territoire où on organise des coups d'État, comme cela s'est vu notamment en Guinée équatoriale récemment. Donc nous avons besoin des États voisins, et nous avons besoin d'entrer en discussion. Je conçois bien que tous les pays ont entre eux des inimitiés, des petits dossiers, mais l'art de la diplomatie est précisément de se saisir de tout cela et d'aller vers une entente, parce qu'il n'y aura de paix en République centrafricaine que par l'entente avec les pays voisins. Et cette paix en République centrafricaine sera aussi le gage de la paix au Tchad, au Cameroun, au Congo et au Soudan. Merci beaucoup, professeur Jean-François Akanji Combé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Camara. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de votre émission Diplomatie, qui recevait le professeur et chef du département des droits de l'homme de Sorbonne. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain sur iRadio pour un autre numéro de Diplomatie. Merci et à bientôt. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.